Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Commencer par une nouvelle qui revient, hein, comme à chaque année, avec la neige, avec le froid, avec l'Halloween. Le troisième lien entre Lévis et Québec. 8 à 10 milliards de dollars pour une infrastructure autoroutière au-dessus du fleuve entre Québec et Lévis. J'en reviens juste pas encore comment c'est démesuré les chiffres qui sont associés à ce projet-là en termes de coûts. Parce qu'en termes d'utilisation, là, c'est ça les vrais chiffres. Si on compare à une infrastructure dont on a beaucoup parlé depuis la semaine passée, le métro de Montréal, 800 000 utilisateurs, 800 000 déplacements par jour de façon quotidienne la semaine dans le métro de Montréal, alors qu'on prévoit seulement 9 000 voitures quotidiennement sur le troisième lien entre Québec et Lévis à son ouverture. C'est ça la réalité. Moi, je m'épate toujours de voir la CAQ revenir avec ce projet-là, avec aussi peu d'assises, aussi peu de demandes réelles de transport, de déplacement entre les deux rives. Ça me fait halluciner. Ça, pendant que le métro de Montréal est en train de se détériorer à vitesse grand V. Il faut entretenir cette infrastructure-là. Les chiffres le montrent, on en a besoin. C'est l'artère principale, c'est le squelette qui permet de tenir ce poumon économique-là de la ville, qui est la ville de Montréal. Et je le rappelle encore une fois, le déficit d'entretien, il est immense et la CAQ, depuis son arrivée en 2018, n'a fait que diminuer sa proportion d'investissement dans le maintien des actifs, notamment, puis ça a une conséquence très importante à Montréal avec le métro. Moi, je connais très, très peu de gens, puis je vous mets au défi de trouver des gens qui partent de Saint-Charles-de-Bellechasse puis qui travaillent au centre-ville de Québec ou sur la colline parlementaire. Les chiffres sont très, très clairs. Il y a très peu de gens qui font des déplacements de l'est de Lévis vers l'est de Québec. C'est une denrée très, très rare. Pourtant, on veut leur dérouler une espèce de tapis rouge à 8 à 10 milliards de dollars. Alors, je reviens encore sur notre proposition d'hier. Plutôt que de faire ce genre de grands projets démesurés où les besoins ne sont pas présents, qu'on prenne de l'argent qui est prévu pour l'électrification des transports collectifs et qu'on le mette dans le maintien des actifs. Le métro en a grandement besoin, alors que l'électrification des bus urbains, ça ne nous amènera aucun nouvel usager dans le transport en commun. Puis d'autant plus que les transports collectifs, là, ça représente 0,4 % du total des émissions de gaz à effet de serre émis au Québec. Les bus urbains, là, c'est 0,07 % de l'ensemble des véhicules qui circulent au Québec. C'est vraiment pas beaucoup. C'est pas la priorité. Trouvons les moyens à la CAQ d'aller mettre l'argent là où ça compte, là où c'est effectif. Merci, merci beaucoup, Étienne. Moi, je vais vous parler du bilan du ministère de l'Éducation. Le ministre s'est donné des cibles. On a vu les résultats et malheureusement, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Le cabinet du ministre l'a dit puis a reconnu que c'était pas un bon bulletin pour le ministre de l'Éducation. Moi aussi, je suis très, très inquiète pour la réussite des élèves. Puis ces résultats montrent une chose importante, c'est que les solutions du ministre ne sont pas bonnes, ne donnent pas des résultats. Moi, j'invite M. Bernard Drainville à faire preuve d'humilité puis à écouter les solutions qui sont mises de l'avant, notamment par Québec solidaire, mais aussi par d'autres acteurs dans le système de l'éducation. En fait, j'invite Bernard Drainville à écouter d'autres personnes que seulement Bernard Drainville. C'est pas lui qui a la science infuse puis qui connaît ce qui est bon pour le ministère de l'Éducation. Les résultats sont là pour le montrer, parce que sinon, s'il ne fait pas preuve d'ouverture pour avoir d'autres solutions que ce qui est mis de l'avant, bien, c'est la réussite de toute une génération qui était hypothéquée. Ça doit être inquiéter un gouvernement qui nous dit que l'éducation est une priorité. Madame Gazal, êtes-vous découragée ce matin? Vous êtes retournée derrière les libéraux? Écoutez, moi, j'étais il y a 2 jours à Gatineau. Je visitais des écoles, je rencontrais des directeurs de centres de services scolaires. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète, ce que les gens me disent par rapport à notre éducation, par rapport à nos infrastructures, au manque d'espace, au manque de profs qualifiés dans les écoles. C'est de ça que les gens me parlent, puis moi, c'est ça qui me préoccupe, puis c'est de ça que on s'occupe. Que vos idées ne passent pas, que là, les libéraux vous dépassent, que maintenant, si les libéraux choisissent Pablo Rodriguez, ça va être une course beaucoup plus serrée, mais... Moi, ce qui m'inquiète énormément,
c'est ce que les gens vivent dans le quotidien par rapport à la qualité de nos services publics. C'est pour ça qu'on se lève le matin puis qu'on travaille. Des sondages, il y en a puis il y en a d'autres. Les élections, c'est dans 2 ans. Ça va être ça. Les vrais résultats là, du vrai sondage, c'est en 2026. Pour QS, là, vous êtes, par exemple, la seule présentement en liste dans une course au co-porte-parole. Donc, qu'est-ce qui explique ça? Bien, écoutez, ça fait pas 10 ans qu'on a eu une course. Ça fait à peine 1 an qu'il y a eu une course où il y avait 3 candidates. Et après ça, il y a eu une ouverture. Puis moi, j'avais gagné au premier tour. J'ai pas passé au 2e tour par 3 voix. Donc, je me suis présentée. C'était normal. Il y aurait pu avoir d'autres personnes. Puis moi, la chose la plus importante pour moi, c'est l'unité du parti. On a eu une crise. Il faut le reconnaître. Puis c'est pour ça que je fais une tournée. Ce soir, je m'en vais rencontrer des membres, des militants de Québec solidaire à Trois-Rivières. La semaine prochaine, je vais au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je continue à faire ce travail-là de fond. Du découragement du fait que vous stagniez dans les sondages, que non, même moi, vous baissez? Je vous le dis, là, j'étais à Gatineau, on avait des membres aussi qui étaient présents, puis je ne sens pas les gens découragés. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que Québec solidaire, puis je suis tout à fait d'accord avec ça, nous sommes le seul parti de gauche au Québec. On peut regarder les sondages partout à travers le monde pour la gauche. On le sait, là, quand on a créé ce parti-là, moi, je suis membre fondatrice, que le vent allait souffler fort. Le vent de droite, de la droite identitaire est très, très fort, mais ça ne nous empêche pas de rester focusés sur nous. La gauche, bon, il n'y en a pas d'envolée pour la gauche présentement. 14 % vous êtes le seul parti, vous le dites, 14 % donc... Qu'est-ce qui explique que vous êtes les dés ne sont pas joués ou pipés, ou je ne sais pas trop. Les jeux ne sont pas faits. Il reste encore 2 ans, puis tout peut arriver. Vous savez, en politique, comment ça fonctionne. Fait en sorte que ça augmente. Là. Vous ne pouvez pas le nier. Là. Avec Pablo Rodriguez, là, les libéraux, si jamais ils le choisissent, ils feraient le double du score qu'ils font actuellement. Vous êtes la seule candidate, puis vous baissez. Écoutez, je vais laisser les analystes faire leurs analyses, puis je vais vous laisser, comme journaliste, faire votre travail. Moi, je veux parler des choses qui préoccupent vraiment les Québécois, le coût de la vie, la crise du logement, la crise en éducation. Là, les résultats qu'on a vus ici, les élèves échouent, là, c'est lamentable comme résultat en français. Savoir écrire et savoir lire, ça devrait être c'est très, très important pour réussir dans toutes les matières. M. Legault était à la francophonie en train de faire des discours en parlant de l'importance de la francophonie, la main sur le cœur, puis nous dire que l'éducation, c'est important. Puis aujourd'hui, il devrait être honteux des résultats qu'on a en ce moment en éducation. C'est ça qui nous préoccupe. Question par rapport à Peut-être juste compléter. Par rapport à ce que vous voulez dire, donc vous estimez que Québec solidaire est un peu victime au Québec de ce mouvement-là plus mondial, là, où il y a comme les partis de gauche sont moins populaires, puis qu'il y a un vent de la droite identitaire. Vous remarquez ça au Québec? J'ai pas dit que nous sommes victimes. J'aime pas les discours de victimisation. J'ai juste dit que c'est difficile, mais c'est pas tout n'est pas joué. Je veux dire. Les sondages, il y en a puis il y en a d'autres. Des fois, on monte, des fois, on descend. Nous, quand on se réveille le matin, c'est pas pour ça qu'on travaille. On travaille pour les préoccupations réelles des gens, ce qu'ils vivent dans leur quotidien. On a des bonnes propositions, puis je vous le dis, c'est dans 2 ans à l'élection. J'aimerais juste compléter là-dessus aussi. Je veux dire, vous l'avez vu, notre travail, là, on essaie d'avoir des gains très concrets pour la population du Québec. À la dernière session, on est un parti qui est effectivement pas le plus haut dans les sondages. On le note aussi, là, mais en même temps, c'est pas notre préoccupation. Ce qui nous préoccupe, c'est vraiment aller chercher des gains. On a réussi à aller chercher auprès du gouvernement un élargissement de la loi Françoise David. On a un moratoire sur les évictions. Ça, pour moi, c'est une façon d'aider concrètement les gens. Actuellement, on a une campagne. On vous a d'ailleurs invité. Je vous ai distribué moi-même hier des dépliants pour vous inviter à un événement très important sur les cantines dans les écoles, le fait de nourrir nos jeunes dans les écoles. Il y en a 1 sur 5 qui se rend à l'école avec le ventre vide. Nous, là, c'est notre façon de travailler. On veut vraiment changer le quotidien des gens. On veut améliorer leur vie. C'est ce qui nous motive. C'est ce qui fait que tous les matins, on se lève puis on va travailler à l'Assemblée nationale ou dans nos circonscriptions. Le gouvernement, on a l'impression que ce que vous nous dites, c'est qu'on est capable de faire le travail en étant dans l'opposition avec des gains mineurs comme le logement et autres. Bien, je m'excuse, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que c'est des gains mineurs, c'est des gains majeurs qu'on a effectués. C'est la première des choses. Évidemment, on souhaite être le gouvernement, mais on fait la démonstration par la preuve qu'on est capable d'obtenir des gains pour le quotidien des Québécois. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. Puis on va convaincre les gens au Québec, les électeurs, les électrices, qu'avoir Québec solidaire, oui dans l'opposition, mais éventuellement oui au gouvernement, que ça fait un changement réel dans leur vie de tous les jours. Le NPD a fait un peu de miser sur certains dossiers en particulier pour faire des gains, puis ça ne semble pas beaucoup les servir dans les sondages du côté fédéral.
C'est pas joué. Hein? Les sondages, il y a 2 ans. 2 ans, c'est très, très, très long en politique. Puis on travaille pas pour les sondages. On reste focus là, sur les objectifs pour changer la vie des gens, puis vraiment travailler sur ce qui préoccupe les Québécois. Je vous le dis, là, moi, j'en fais des tournées là, partout. Puis les gens me parlent des préoccupations très concrètes, puis on arrive à amener des propositions. Difficile quand même. Mais la politique, c'est pas facile de manière générale. Depuis un certain temps, vous avez dit ça tantôt. J'ai dit que c'était... c'est difficile depuis 2000... La droite Québec solidaire identitaire. existe depuis 2006, puis depuis 2006, c'est toujours difficile. La politique, La politique en avec général. des hauts et des bas. Ça a été difficile après l'élection. Vous aviez dit, on a le temps de se replacer, là, ça va faire 2 ans, puis vous êtes toujours au même point. On reste focus sur le travail, puis il reste 2 ans. Vous seriez favorable à ce qu'on tienne des élections partielles à date fixe? C'est ce que propose le Parti québécois. Et que ça ne relève pas que de la volonté du premier ministre. Là, c'est la prérogative là, du gouvernement de décider quand est-ce que ça va avoir lieu. Nous, peu importe, par exemple, pour Terrebonne, quand ça va avoir lieu, on va être prêt. D'ailleurs, on a une investiture la semaine prochaine qui va avoir lieu à Terrebonne, là, puis on va être prêt. Pour ce qui est de tenir ça à date fixe, honnêtement, on n'y a pas réfléchi. Est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce qu'il y a des conséquences négatives ou positives? C'est à réfléchir. Monsieur Grandmont, concernant le tramway, si je peux me permettre, hier, on a appris en commission parlementaire que dans les plans de Mme Guilbeault, c'est pas CDPQ Infra qui ferait l'exploitation du tramway. C'est pas le même modèle qu'à Montréal. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne approche? Je voudrais vous entendre là-dessus. Oui, d'abord, effectivement, on l'a noté, mais on avait noté aussi, là, quand on avait reçu la CDPQ Infra dans le cadre des audiences particulières sur le PL 61, je leur avais demandé s'ils étaient intéressés par l'exploitation, puis leur réponse avait été non. Donc, je pense que même pour eux, en fait, le modèle du REM n'est peut-être pas la meilleure façon. Puis de toute façon, pour nous aussi, c'est comme... c'est pas la meilleure façon. D'ailleurs, on a inscrit notre dissidence par rapport au PL 62 pour lequel on a voté contre là, les modes d'approvisionnement au niveau du gouvernement du Québec. S'il y a une chose que nous, on trouve intéressante à peaufiner, à améliorer, c'est qu'effectivement, les partenaires privés peuvent être mis à contribution dans la conception des projets, parce qu'on a à bénéficier de leur expérience, de leur expertise, de leurs compétences. Ça, c'est évident pour nous. Évidemment, la réalisation, ça ne change pas. Ça a toujours été fait en partenariat avec le privé au Québec, quand on s'approvisionne, quand on crée des infrastructures. La partie exploitation, puis la partie aussi entretien, dont on n'a pas parlé encore, ça, pour nous, ça doit rester du côté du public. C'est une bonne façon de fonctionner. On a de l'expertise là-dessus. On a tout le savoir-faire au Québec pour être capable de bien le faire. Donc, ça ne nous a pas surpris. Puis j'étais content d'entendre la ministre venir le confirmer là aussi. Mais surtout content aussi d'entendre qu'une lettre mandat pourrait être octroyée assez rapidement aussi à CDPQ Infra. Ça, on l'attend depuis longtemps. Si effectivement ça se confirme, ça pourrait peut-être être aujourd'hui. On a un conseil des ministres. Donc, ça pourrait être aujourd'hui que ça se confirme. On va l'applaudir, mais c'est qu'une première étape vers la réalisation du tramway. On va continuer de talonner la ministre pour qu'on confirme après ça les sommes, qu'on ait l'entente avec le fédéral, et puis qu'après ça, on voit les pépines se déployer un peu partout sur les rues de Québec pour enfin avoir ce tramway-là. On a déjà perdu beaucoup de temps avec la CAQ. Donc oui, on est content que ça finisse par avancer enfin. Mais Colin, qu'on s'y mette au plus rapidement, puis on va continuer à la talonner, c'est sûr. La caisse, vous parlez de la caisse comme si c'était le privé, la caisse, c'est quand même le public. Ben non, c'est pas public. Là. Son objectif, c'est de faire du profit. C'est le bas de laine des Québécois, mais ça reste quand même... Comme le privé, mais c'est pas une entreprise privée. Ben, je veux dire, au sens de la loi, peut-être pas, mais je veux dire, c'est exactement la même façon de fonctionner que le privé. Là. Donc, je veux dire, pour moi, je considère que... Qu'est-ce que vous pensez des solutions envisagées par le gouvernement pour faire déménager les demandeurs d'asile, soit leur acheter un billet d'autobus ou couper dans leurs prestations d'aide sociale? À chaque fois qu'on se réveille un matin, M. Legault amène une nouvelle proposition. Il y a l'enjeu de l'immigration des demandeurs d'asile, il y a des défis qui sont là, tout le monde le reconnaît, mais c'est sérieux. Il faudrait avoir des solutions sérieuses et non pas comme ça communiquer à l'emporte-pièce par le premier ministre. Maintenant, pour ce matin, je veux dire... faut toujours que ça soit volontaire. Faut toujours que ça soit fait de façon bienveillante. Puis des solutions, bien, on en propose
parce qu'on reçoit plus que notre part, là, si on compare aux autres provinces, de demandeurs d'asile, puis il pourra avoir des solutions. Maintenant, pour celle-là, là, pour ce que le premier ministre nous dit, d'avoir l'autobus et tout ça, bien, on ne peut pas forcer personne à rentrer dans l'autobus. On peut l'offrir gratuitement, mais on ne peut pas séquestrer des gens pour les rentrer dans un autobus. Ça ne passe pas, ça ne peut pas avoir lieu. Puis aussi, il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui seraient prêts à travailler. Puis à Québec solidaire, on a proposé, Guillaume Clich-Rivard, là, il s'évertue à faire des propositions à M. Legault et au gouvernement de la CAQ d'avoir des permis de travail. Il y en a beaucoup là-dedans qui accélérés, que nous, on puisse le faire, puis qui vont vouloir travailler. Hier, ça ne fonctionne pas, là, les formations payées dans le secteur de la construction. On peut offrir ça aussi aux demandeurs d'asile qui ont envie de travailler. C'est un sujet très, très sérieux, très sensible, très important. Puis des solutions, on en a. Il va falloir s'asseoir autour d'une table pour en discuter et non pas comme ça. J'invite M. Legault à se garder une petite gêne d'envoyer des solutions comme ça à l'emporte-pièce n'importe comment. J'ajouterais aussi, là, parce qu'il y a deux parties à sa proposition, M. Legault, là, couper l'aide sociale. Oui, c'est quand même le strict minimum que de les accueillir avec ça. Je veux dire, vivre sur l'aide sociale, là, ça couvre même pas les besoins essentiels. Je veux dire, on ne le dira jamais assez. Là, les personnes qui sont à l'aide sociale n'ont même pas assez pour être capables de se payer un logement. Souvent, le prix du logement est au-dessus de la valeur du chèque qu'ils reçoivent chaque mois. Donc, quand Ruba parle, puis quand notre collègue Guillaume Clich-Rivard parle d'agir avec bienveillance, je pense que ça doit se faire aussi à ce niveau-là. Puis effectivement, je pense que les accueillir avec l'aide sociale, c'est le minimum. Puis après ça, effectivement, augmenter la proportion d'entre eux qui peuvent travailler. Chez nous, on en a besoin. On le sait. C'est un enjeu dont on parle depuis très longtemps. Puis réduire l'aide sociale, qu'est-ce qu'on se fait? On est en train de se magasiner des conséquences d'itinérance, de problèmes sociaux. Fait qu'on pèle par en avant. Sur ce que vous avez dit par rapport au troisième lien tout à l'heure, quelqu'un pourrait être surpris puis se dire c'est quand même un peu spécial qu'un député de la région de Québec dise on va prendre l'argent du troisième lien à Québec et on va le mettre dans le métro de Montréal. C'est pas notre proposition, là, en fait. Là. Ce que je disais, en fait, c'était... Je revenais sur la proposition qu'on a faite hier, qui était de prendre l'argent qui est prévu pour l'électrification pour le placer plutôt sur le maintien des actifs. L'électrification des transports urbains... Un lien entre le métro de Montréal puis le parce que les priorités lien. sont pas à la bonne place, là, c'est clair. Là. Je veux dire... C'est de l'argent, le troisième lien, c'est de l'argent pour Québec. Là. C'est de l'argent pour Québec. Un qui n'est pas... Il n'est pas tagué, là, il n'est pas placé encore. Là, je veux dire, le troisième lien, quand on regarde le PQI, il est toujours bien juste à l'étude encore. C'est la première des choses. Fait que c'est pas de l'argent qui est spécifiquement dédié pour la région de Québec. Puis si on veut mettre de l'argent dans la région de Québec, à partir de l'argent qui est prévu dans la tête des élus caquistes, je veux dire, on pourrait le mettre sur l'entretien du pont de Québec, on pourrait le mettre sur l'entretien du pont Pierre-Laporte. Je veux dire, il y a bien des choses à faire bien avant, puis peut-être éventuellement aussi envisager une possible voie réversible sur le pont Pierre-Laporte. Je veux dire, c'est des choses qu'on a déjà envisagées, que pour l'instant, la CAQ a toujours refusé de faire. C'est à croire si ces problèmes qu'on voit avec les infrastructures existantes ne servent pas à alimenter le besoin théorique, la fameuse sécurité économique, d'un troisième lien. Moi, je pense que ça les sert en quelque part. Je ne dis pas que c'est intentionnel, mais ça les sert mauditement bien. On apprend que la DPJ de Mauricie-Centre du Québec va être placée sous tutelle. Qu'est-ce que vous pensez d'abord des informations qui ont été révélées par la commission, là, dans une enquête? C'est très inquiétant. C'est pas la première fois aussi qu'on parle de cette DPJ-là à Mauricie puis Centre du Québec. En fait, le problème, c'est que plus on entend ce genre d'histoire-là, plus on entend que ça marche pas, ça met en cause la confiance du public envers la DPJ. Puis là, les gens qui y travaillent, là, il y en a beaucoup là-dedans qui ont la main sur le cœur puis ils veulent vraiment faire les bonnes choses, mais il y a peut-être quelque chose dans les structures... T'sais, là, ils sont placés sous tutelle, mais comment est-ce qu'on peut régler les problèmes à long terme? Est-ce que c'est un problème de procédure? Est-ce que c'est un problème de main-d'œuvre? Il manque des gens pour travailler. Il va falloir que le gouvernement ait un plan pour que ce genre d'histoire-là, qui mine la confiance du public envers la DPJ, arrête. In English, one question. Just on Minister Plainville's announcement to have a new service that will accompany unqualified teachers to get their teaching license. Is this what the government should be focusing on, or should it be focusing on actually recruiting qualified teachers? Well, to have this guichet for the non-qualified teachers, it's like, okay, it's good, but my preoccupation is how many non-qualified teachers there is right now, because in May we know that they are almost 9,000
non-qualified teachers. And Monsieur Drainville has said in September that he, even in August, he promised to give us the number of actual current non-qualified teachers, and we don't know. All what we have is this measure. Is he hiding the number because the number has exploded? So it's important. I invite Monsieur Drainville to tell us how much non-qualified teachers there is. And at Québec Solidaire, we have solution. Unfortunately, Monsieur Drainville refuses to give salary for people in the stage. How would say stage? Internship. Yeah, he refused to pay the student in internship, and what's happening is that there's less and less people who want to go to the university to be teacher. So it's important for Monsieur Drainville to open his mind and to listen to our solution, like paying the internship, to have more teachers, because right now we see that the results are not there. Merci. Merci beaucoup.